Bonjour, et nous sommes heureux, Frédéric Moreau de l'association Inflamoy et moi-même Pierre Cartier, le coordonnateur du centre de référence des maladies rares en rhumatologie pédiatrique et maladies inflammatoires de l'enfant, de vous recevoir sur cette conférence à Necker. Et nous allons donc aborder les uvéites associées à l'arthrite juvénile idiopathique. Je précise que certains des diapositives que je vais vous présenter ont gentiment été fournis par le professeur Duffier ou le professeur Monet, d'éminents collègues ophtalmologistes de Necker et de Cochin. Donc les uvéites sont rares en pédiatrie si on les prend globalement, toutes causes confondues. Ce diaporama, qui avait été publié par une équipe américaine, qui avait notamment étudié dans une région de façon très extensive sur plusieurs années l'épidémiologie de ces uvéites, montrait que la plupart commençaient plutôt à l'adolescence ou à l'âge adulte. Néanmoins, on voit qu'un certain nombre d'uvéites commencent chez le jeune enfant. Et lorsqu'on diagnostique une uvite chez l'enfant, il y a plusieurs causes possibles. On a un âge moyen à la fin de la première enfance, entre 8 et 10 ans. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même un quart de ces uvéites qui commencent avant l'âge de 5 ans. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons surtout parler des uvéites associées à des formes d'arthrite juvénile idiopathique de début précoce, des arthrites juvéniles idiopathiques qui touchent l'enfant, surtout la petite fille, en général avant l'âge de 6 ans, et qui peuvent donc, dans un pourcentage assez important de cas, s'associer à une uvéite chronique. Donc, ces formes d'arthrite juvénile dont nous allons surtout parler sont ce qu'on appelle communément les oligoarthrites, lorsqu'elles touchent moins de 5 articulations au cours des 6 premiers mois. Elles peuvent ensuite s'étendre à plus d'articulations, ou les polyarthrites, mais sans facteur rhumatoïde de l'enfant. Donc, ces arthrites juvéniles idiopathiques ne sont pas la même maladie que la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte. C'est vraiment une entité à part dans laquelle on a donc ce début précoce dans la vie, généralement entre l'âge de 6 mois et l'âge de 6 ans, avec une absence de facteur rhumatoïde. En revanche, la majorité de ces enfants ont des anticorps antinucléaires sans spécificité, ce qui ne permet pas de les rattacher à une maladie auto-immune, ce ne sont pas des lupus, mais qui s'associent à ce risque d'uvéite de l'ordre de 10 à 30%. Et ces uvéites sont des uvéites chroniques à prédominance antérieure, à œil blanc, très insidieuses et qui peuvent se bilatéraliser et entraîner des atteintes ophtalmologiques par leur chronicité très importante si elles ne sont pas prises en charge précocement de façon optimale. À côté de cela, nous avons, comme chez l'adulte, une autre forme d'arthrite juvénile idiopathique qu'on appelle les spondylarthropathies ou les anthésites en lien avec une arthrite juvénile. Là, il s'agit d'une maladie différente, de l'enfant souvent un peu plus grand, un peu plus le garçon que la fille, dans laquelle on peut voir, comme chez l'adulte, des poussées d'uvéites à œil rouge. Et là, il y a moins de problèmes de faire le diagnostic à temps, car le patient se plaint, il a l'œil rouge, il a mal, il va voir l'ophtalmologiste. Bien sûr, ces uvéites peuvent aussi poser un problème par leur caractère récidivant chez certains patients, mais en réalité, chez l'enfant, ce type de problème est beaucoup plus rare que chez l'adulte. Et nous n'en parlerons donc pas beaucoup, sauf question lors de cet exposé. Dans les autres formes d'arthrite juvénile idiopathique, en principe, nous n'avons pas d'uvéite, qu'il s'agisse des rares polyarthrites rhumatoïdes de l'enfant, de la maladie de Still ou forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique. Il peut y avoir parfois une uvéite associée aux arthrites juvéniles idiopathiques du psoriasis lorsqu'elle s'apparente aux oligoarthrites dont j'ai parlé avant. Mais lorsque nous avons arthrite et uvéite, il faut savoir qu'il y a parfois une autre maladie qui peut en fait mimer une arthrite juvénile idiopathique, mais correspondre à un autre diagnostic. Il peut s'agir d'une granulomatose, comme la maladie de Bloch, une forme de sarcoïdose de l'enfant. Donc, il peut s'agir d'une maladie inflammatoire du tube digestif, comme une maladie de Crohn. Il peut s'agir plus rarement d'une maladie auto-immune ou auto-inflammatoire différente, qui peut donner au premier plan arthrite et uvéite. Pour l'ophtalmologiste, lorsqu'il est confronté à une uvite, de façon très générale, il faut en première urgence, bien sûr, éliminer une uvite infectieuse. Néanmoins, lorsque c'est une uvite infectieuse, les signes sont généralement assez évocateurs, assez parlants. Et en deuxième urgence, il pensera à une uvite non infectieuse inflammatoire, qu'elle soit isolée. Et je tiens à ce propos à signaler qu'il y a des uvéites isolées, que nous appelons uvéites idiopathiques, mais qui ont exactement la même sémiologie que les uvéites associées aux oligoarthrites de l'enfant jeune et qui doivent donc être prises en charge de la même façon. Nous y reviendrons. Ou bien cette uvite peut s'intégrer dans une maladie systémique, dans une maladie plus générale. Enfin, une des
hantise des ophtalmologistes au début est d'éliminer ce qu'ils appellent une pseudo-uvéite, c'est-à-dire une lésion qui donne un aspect d'uvéite mais qui n'est pas une uvéite, qui peut être par exemple une tumeur de l'œil, qui va donner une impression d'uvéite mais qui correspond à quelque chose de bien différent à diagnostiquer correctement. Cela sort bien sûr du sujet de l'exposé d'aujourd'hui. Alors la difficulté pour l'ophtalmologiste, c'est que cette uvéite peut parfois venir à distance des premières manifestations systémiques de la maladie, quelle que soit la maladie en question. Donc si je pense aux arthrites juvéniles idiopathiques, bien sûr, l'idéal pour l'ophtalmologiste, c'est que l'enfant ait déjà été diagnostiqué avec une arthrite juvénile, qu'il ait été mis en place une surveillance ophtalmologique, et que l'ophtalmologiste puisse donc dépister précocement un début d'uvéite chez cet enfant. Mais ce n'est pas toujours comme ça que cela se passe. Il peut arriver qu'au moment du diagnostic de l'arthrite juvénile idiopathique, on diagnostique aussi un début d'uvéite, ou, pire encore, qu'on se rende compte au moment du diagnostic de l'arthrite juvénile idiopathique qu'il y avait en fait une uvéite qui existait déjà depuis des années, et nous voyons déjà un stade très avancé sur l'un ou les deux yeux. Alors, ces uvéites pédiatriques, elles ont comme particularité, bien sûr, d'être de diagnostic plus difficile que chez l'adulte. L'interrogatoire sera plus complexe, l'enfant ne va pas se plaindre ou alléguer des symptômes discrets. Les parents, même très attentifs, peuvent complètement passer à côté d'une atteinte assez évoluée lorsqu'il n'y a pas de rougeur oculaire ou de douleur. L'examen de l'enfant est difficile, en particulier certaines techniques modernes et très intéressantes comme la photométrie laser ou l'OCT restent d'utilisation difficile chez le très jeune enfant ou l'enfant agité qui a du mal à se calmer. Chez un enfant très jeune, le fait d'avoir une atteinte ophtalmologique importante en plus crée un risque de développer une amblyopie si l'œil n'est pas utilisé, donc une perte importante de vision. Donc tout ça, bien sûr, est important. Il y a une forte anxiété parentale compréhensible associée. Et donc il faut vraiment mettre en place une démarche diagnostique appropriée à l'enfant, à l'âge de l'enfant, avec un interrogatoire bien mené, un bon exemple clinique. Par ailleurs, il y a des contraintes thérapeutiques à prendre en charge lorsqu'on va essayer de traiter l'uvite de cet enfant, et notamment, pour chaque traitement, en plus de ces toxicités potentielles chez l'adulte, il faut penser éventuellement à son retentissement propre à l'enfant, et le meilleur exemple est celui des corticoïdes, que ce soit les gouttes, les collyres locaux ou la corticothérapie générale. Il peut y avoir un retentissement sur la croissance staturale de l'enfant qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors, les ophtalmologistes insistent sur le fait que ce qui conditionne souvent le pronostic visuel des uvéites, et c'est vrai aussi dans une large mesure pour l'uvéite associée à l'arthrite juvénile idiopathique, c'est la présence d'un œdème maculaire, quelque chose qui n'est pas du tout exceptionnel dans les uvéites de l'arthrite juvénile idiopathique. Et cet œdème maculaire, on voit ici des jolies photos avec un OCT, qui montre le côté œdémacieux à cet endroit, est vraiment une cause importante de cécité dans nos pays. Bon, dans les pays plus pauvres, d'autres causes comme le trachome peuvent venir au premier plan. Dans nos pays, à cause de ces complications, les uvéites sont responsables d'environ 10% des causes de cécité, et c'est d'une des principales causes de cécité du sujet jeune. Alors, pour bien évaluer ces uvéites, les ophtalmologistes se sont mis d'accord depuis quelques années pour grader l'importance de l'atteinte ophtalmologique et la localiser selon des standards internationaux. Ce sont les critères du SAN, pour Standardized Uveitis Nomenclature, qui ont été publiés, comme vous le voyez, dans une grande revue d'ophtalmologie il y a déjà 11 ans. Et donc, une des premières choses est de bien définir l'endroit où prédomine l'uvéite. Et pour ce qui concerne les uvéites dont nous allons parler aujourd'hui, c'est au niveau de la chambre antérieure qu'elles prédominent, même si elles peuvent aussi atteindre d'autres compartiments de l'œil. Et donc là, nous sommes en présence d'uvéites. Ici, on a donné un exemple d'uvéite à œil rouge, comme on le verrait dans une spondylarthrite. Mais qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de rougeur de l'œil, la partie concernée sera vraiment la partie antérieure de l'œil, l'iris et les corps ciliaires, qui seront concernés de façon prioritaire, et ça, l'ophtalmologiste sait bien le documenter. Alors, comme je le disais, il peut y avoir des sémiologies variables. À droite, vous avez les poussées aiguës douloureuses à œil rouge d'une spondylarthrite, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. À gauche, vous avez les évolutions plus chroniques, sans rougeur de l'œil, telles qu'on peut le voir parfois dans les arthrites juvéniles du jeune enfant, et qui sont très ennuyeuses par leur chronicité, les accolements, les synéchies qui peuvent se créer. Alors, pour évaluer au mieux ces uvéites, vous savez que le diagnostic repose
classiquement sur l'examen à la lampe à fente, la tyndallométrie à la lampe à fente, qui donc cherche à objectiver, surtout pour la chambre antérieure, un effet tyndal, donc la présence de cellules et de protéines là où il ne devrait pas y en avoir dans cette chambre antérieure. Cependant, en parallèle, se sont développées de nouvelles techniques plus précises, plus objectives, comme la tyndallométrie laser. Donc là, nous ne pouvons explorer que le flair protéique, donc la présence anormale et la quantification des protéines dans la chambre antérieure, mais cet examen peut être très utile pour le suivi fin d'un patient avec une uveitis qui est mis sous un traitement, notamment lorsque ce traitement est relativement récent, expérimental. Et maintenant, beaucoup de grands hôpitaux d'ophtalmologie sont équipés de cette photométrie laser. Donc pour l'AGI, nous allons vraiment parler maintenant de ces uveites chroniques à œil blanc, de début insidieux, souvent sans symptômes évidents au départ, qui malheureusement, dans environ 70% des cas, lorsqu'elles touchent un œil, vont se bilatéraliser dans l'année qui suit, vont récidiver de façon très chronique et peuvent entraîner des complications très importantes, très invalidantes au cours du temps, avec des pourcentages de complications à l'âge adulte vraiment importants lorsqu'elles n'ont pas été bien prises en charge dans l'enfance. Et donc ces complications sont multiples, kératopathie en bandelettes, synéchies antérieures et postérieures, cataracte, hypertonie oculaire ou glaucome, ces dernières complications pouvant aussi être majorées par la corticothérapie locale ou générale, qui est source de cataracte et d'hypertonie oculaire. Œdème maculaire cystoïde, décollement rétinien et phtise oculaire sont des complications dramatiques qui heureusement n'arrivent pas trop souvent, en tout cas pas trop souvent dans l'enfance, mais sont bien sûr source de perte de vision. Neuropathie optique dans certains cas, et donc beaucoup de problèmes de baisse d'acuité visuelle, voire de cécité, surtout chez les jeunes adultes. Alors, nous avions publié un travail qui était un travail biaisé, en ce sens qu'il avait été réalisé, ce travail, il y a un peu moins de 10 ans, en prenant les enfants qui étaient suivis à la fois en ophtalmologie à la Pitié-Salpêtrière et en rhumatologie pédiatrique à Necker, donc globalement des enfants particulièrement sévères pour avoir un suivi prolongé dans ces deux institutions. Et lorsqu'on prenait une série de 77 uveites, dont 70 liées à l'arthrite juvénile idiopathique et 7 uveites idiopathiques, mais de sémiologie proche, on voyait que prédominaient clairement les uveites associées à l'oligoarthrite du jeune enfant, et ensuite celles associées à des polyarthrites sans facteur rhumatoïde qui sont faites les mêmes maladies que les oligoarthrites, mais qui ont diffusé un peu plus d'articulation au cours des premiers mois. Donc ce travail avait été publié en 2009. On n'avait pas mis uveites dans le titre, je pense qu'on a eu tort, on avait mis ocular threat ou menace oculaire, ce qui était un titre parlant, mais qui gêne un petit peu le fait de retrouver cet article lorsqu'on cherche à se documenter sur les uveites associées à l'arthrite juvénile. Et comme je vous le disais, dans cette série, on avait surtout des oligoarthrites ou des polyarthrites sans facteur rhumatoïde, 2 cas de spondylarthropathie. L'âge de début était très jeune dans les oligoarthrites et polyarthrites, puisqu'il était, vous le voyez, autour de 3-4 ans en moyenne, alors qu'il était plutôt de 7 ans dans les 2 patients avec spondylarthropathie. On avait beaucoup de formes bilatérales et on avait aussi une extension postérieure possible dans certains cas, ce qu'on voit de mieux en mieux maintenant qu'on utilise des techniques fines d'exploration ophtalmologique comme l'OCT. Et en termes de complications, avec un suivi qui n'était pas énorme, mais c'était des patients graves, un suivi médian qui était de 7 ans, mais qui pouvait chez certains patients aller jusqu'à 20-22 ans. Vous voyez qu'il y avait quand même des pertes d'acuité visuelle sur les 2 yeux, qui touchaient l'un ou l'autre des 2 yeux chez 10 patients. Et ces baisses importantes d'acuité visuelle étaient présentes en fait dans 42% des cas au diagnostic, ce qui veut dire que le diagnostic avait été porté trop tardivement malheureusement, et chez les autres patients au cours du suivi. Avec, vous voyez aussi beaucoup de synéchie, de glaucome, de cataracte et de kératopathie chez ces patients. D'autres séries publiées chez l'adulte montrent aussi que plus le recul est long, plus on risque de voir des pourcentages élevés des différentes complications. Je précise aussi qu'à cette époque, nous n'avions pas encore tous les traitements dont nous disposons aujourd'hui pour faire face correctement à des uveites très actives chez l'enfant ou chez l'adulte d'ailleurs. Et donc ça, c'était pour vous montrer que dans les spondylarthrites, le pronostic visuel était bon parce qu'on diagnostique rapidement chez les 2 enfants en bas du tableau avec une spondylarthrite, comme ils avaient mal, l'œil rouge, on avait rapidement diagnostiqué une uveitis, le traitement avait été mis en place rapidement et ils n'ont pas développé de séquelles, alors que chez les enfants qui avaient une longue histoire d'uveites avant qu'on fasse le diagnostic parce que cette uveitis était non parlante, il n'y avait pas de rougeur de l'œil, pas de douleur, là il y avait beaucoup plus de complications au cours du suivi. Donc les points clés qu'on essaye vraiment de transmettre aux médecins non spécialistes, mais aussi des fois aux ophtalmologistes
qui pour certains considèrent qu'il faut voir les patients en cas de rougeur uniquement, c'est que lorsqu'on a une suspicion d'arthrite juvénile idiopathique, il faut impérativement mettre en place une surveillance ophtalmologique tous les 3 mois avec examen à la lampe à fente. Cette surveillance doit être faite pendant 5 ans à ce rythme, parce que pendant 5 ans par rapport aux premiers symptômes, c'est la période à risque de développer une uvite, même si le risque va en fait décroissant au cours du temps. Au-delà, on peut espacer la surveillance. Alors bien sûr, chez les enfants qui auraient fait une première poussée d'uvite, là la surveillance rapprochée, elle est à vie, puisqu'ils pourraient très bien à distance avoir une nouvelle poussée au fur et à mesure que le traitement serait ajusté, interrompu ou autre. Dans quelques cas, comme je l'ai dit, l'uvite précède l'arthrite, et là malheureusement il faut le gérer lorsqu'on la diagnostique. Une uvite déjà en place avec parfois déjà des synéchies et autres complications. C'est plus compliqué, mais ça devient moins difficile aujourd'hui grâce à des progrès thérapeutiques dont nous allons parler. Alors les traitements classiques sont avant tout les traitements locaux que vont systématiquement utiliser les ophtalmologistes, sauf situation extrêmement particulière, à commencer par la corticothérapie locale, les gouttes. Et souvent, ils sont associés des gouttes de mydriatique qui donc essaient d'éviter les synéchies en maintenant l'œil en situation dilatée, en dilatant la pupille. Très souvent, les ophtalmologistes avertis savent contacter précocement un pédiatre ou un pédiatre rhumatologue ou un rhumatologue pour discuter de l'opportunité de mettre en place un traitement de fond, sachant que comme traitement de fond, nous n'aimons pas donner au long cours une corticothérapie orale, parce qu'on en connaît les complications chez l'enfant. Donc on réfléchit plutôt à des traitements qui ont fait la preuve à la fois dans les polyarthrites et de plus en plus dans ces uvéites. Le plus classique est le méthotrexate, un vieux médicament pris une fois par semaine, qui nécessite une certaine surveillance, des prises de sang tous les 3 mois pour vérifier qu'il n'y a pas d'hépatite sous traitement ou d'autres complications, qui pour quelques patients est un peu mal toléré sur le plan digestif, mais ce traitement ancien et peu cher a montré de façon indirecte, je vous le dirai à propos de registres, qu'il permettait d'éviter des poussées d'uvite aussi fréquentes qu'en l'absence de traitement, et peut-être avait un rôle même préventif sur la survenue d'uvite chez certains enfants. Lorsque ça ne suffit pas, nous le verrons, des biothérapies sont possibles, et nous allons en parler. Enfin, ce n'est qu'en cas de complications qu'on va discuter de la chirurgie, et savoir que certaines chirurgies doivent être faites avec précaution par un ophtalmologiste entraîné sur un œil le moins inflammatoire possible, parce qu'une chirurgie, parfois sur un œil très inflammatoire, peut entraîner une catastrophe. Donc des fois, on sera amené à faire un traitement médicamenteux fort en pré- et en post-chirurgie, par exemple des bolus de corticoïdes, des perfusions de corticoïdes à forte dose, pour que l'œil soit au plus calme possible au moment où le chirurgien va intervenir. Alors, si on parle des traitements généraux, des traitements systémiques de l'uvéite, en dehors de la corticothérapie générale que nous essayons d'utiliser le moins possible, on parle donc du méthotrexate, on vient de l'évoquer, une prise par semaine, des doses de 0,3-0,6 mg par kilo ou 10 à 15 mg par mètre carré. On dépasse rarement 20 ou éventuellement 25 mg par semaine avec une bonne surveillance clinique et biologique. Mais les données sur lesquelles on se base pour recommander le méthotrexate, il faut le reconnaître, sont des données assez fragiles. Il n'y a jamais eu d'essai clinique bien fait avec ce traitement dans cette indication. Cependant, en regardant les registres, notamment les registres allemands, on voit qu'il y a clairement moins de poussées chez les enfants qui sont sous méthotrexate que chez ceux qui n'en ont pas, à gravité égale par ailleurs de leur arthrite ou de leur uvéite. Et puis, je vais vous présenter 2 essais récents qui ont été présentés en congrès mais pas encore publiés, un grand essai anglais et un petit essai français, Sycamore et Adjuvite, qui sont les premiers essais randomisés contre placebo prouvant l'intérêt d'un anticorps anti-TNF, l'adalimumab, sur des uvéites déjà constituées et pour lesquelles le méthotrexate et les traitements locaux des corticoïdes n'étaient pas assez efficaces. Et on pourrait éventuellement, lors de la séance des questions, aborder, si vous le souhaitez, d'autres biothérapies qui pourraient être intéressantes, notamment en cas d'échec des anti-TNF-alpha comme l'adalimumab, et je pense notamment au tocilizumab et peut-être à l'abatacept. Donc tocilizumab, c'est un anti-IL6 et abatacept, une molécule qui joue sur la co-stimulation entre cellules présentatrices de l'antigène et la fossilité. Donc, je vous le disais, dans les registres allemands, on a pu comparer des patients qui, du fait de leur arthrite, avaient un traitement anti-TNF seul. C'était un traitement, le seul des anti-TNF qui n'a aucune action positive sur l'uvite, c'est l'étanercept, l'Ambrelle, aux patients qui avaient à la fois cet étanercept et du méthotrexate en plus. Et clairement, il y avait moins d'uvéites qui se développaient, moins de poussées lorsqu'on avait le méthotrexate. Et sur les uvéites constituées, il semble que le méthotrexate limite le nombre de poussées dans des petites séries de patients. Néanmoins, dans les formes sévères, il semble que le méthotrexate n'évite pas toujours la progression vers les complications. D'où l'importance de développer des essais avec des molécules plus récentes, plus chères, mais potentiellement plus puissantes que le méthotrexate. Alors,
qu'en est-il des études de registre et des petites séries avec les anticorps anti-TNF-alpha? Eh bien, dans les registres allemands, on voit que parmi les patients qui n'avaient pas eu d'uvéite avant d'être mis sous l'anticorps anti-TNF adalimumab, il n'y a pas eu, ou presque jamais, de début d'uvéite sous ce traitement. Dans les études qui avaient été faites avant cela pour le développement de ce médicament, comme c'était le cas d'ailleurs pour un autre médicament, l'abatacept, on avait été frappé aussi par le fait que dans le courant de l'étude, sur plusieurs années de suivi, chez les patients qui avaient un certain risque de développer une uvéite, quand ils entraient dans l'étude sans avoir eu d'uvéite, il n'y avait pratiquement aucun cas d'uvéite au cours de ces études. Donc sûrement une très bonne action préventive de l'uvéite, des anticorps anti-TNF-alpha et de l'abatacept. On a des cohortes en cours, une grande cohorte PharmaChild internationale qui a presque 1000 patients avec des artères juvéniles idiopathiques sous biothérapie, une cohorte francophone plus petite, GIR, pour laquelle on va essayer de suivre spécifiquement ce qui se passe au long cours chez les patients entrés dans ces cohortes avec méthotrexate ou biologique et qui ont une uvéite, ou qui n'ont pas, qui sont supposés être à risque en développement. Et il y a eu des petites séries publiées par beaucoup d'équipes, ici je vous ai mis 2 des premiers articles publiés, il y en a eu beaucoup d'autres derrière, qui suggèrent que sous anticorps anti-TNF, on peut en effet, à des doses variables, parfois les doubles des doses utilisées dans les arthrites, parfois les mêmes doses que dans l'arthrite, observer un effet positif sur le nombre de poussées et sur le contrôle de l'uvéite. Donc, toute une série de raisons qui poussaient à faire des essais contrôlés. Donc en France, j'ai coordonné un petit essai qui visait à documenter par les techniques les plus modernes l'efficacité de l'adalimumab contre placebo dans les uvéites chroniques antérieures à œil blanc de l'arthrite juvénile idiopathique en échec du méthotrexate. Donc nous avons mené en France un essai multicentrique, l'essai Adjuvite, qui concernait des enfants âgés d'au moins 4 ans, mais ça peut aussi concerner des adultes qui avaient commencé leur uvéite dans l'enfance, avec une arthrite juvénile idiopathique ou avec une uvéite de même sémiologie mais sans arthrite, donc une uvéite chronique à œil blanc, qui était en échec des corticoïdes et du méthotrexate donné au moins 3 mois ou en intolérance, et qui avait une uvéite active avec, sur la photométrie laser, on avait défini un seuil avec nos amis ophtalmologistes d'au moins 30 photons par milliseconde, avec un œil qui restait réactif, pour lequel on n'avait pas ce qu'on appelle une rupture de barrière, telle que il n'y a plus de possibilité d'objectiver une amélioration sous traitement du flair protéique au niveau de cet œil. Bien sûr, nous n'avons sélectionné que des patients qui n'avaient jamais eu d'anticorps anti-TNF-alpha auparavant. Donc l'objectif était de montrer qu'on pouvait rapidement, en 8 semaines de traitement, démontrer qu'il y avait plus de patients qui allaient s'améliorer en mettant de l'adalimumab qu'en mettant un placebo, tous autres traitements gardés égaux par ailleurs. Et il fallait donc qu'on ait une amélioration d'au moins 30% en photométrie laser par rapport au score initial, chaque patient étant son propre témoin, et qu'on ait une stabilité, ou en tout cas une absence d'aggravation sur les critères classiques pour la biomicroscopie à la lampe à fente. On avait prévu de faire 2 groupes de 20 patients, de travailler uniquement avec des centres d'ophtalmologie français très expérimentés et maîtrisant bien la technique de la photométrie laser, et avec des inclusions sur les centres pédiatriques de proximité dans plusieurs villes de France. Et donc l'idée était de randomiser les patients en double insu, donc sans que ni le médecin, l'infirmière ou les parents ne sachent qui reçoit quoi, pour recevoir 4 injections initialement, soit d'adalimumab, soit de placebo, et ensuite à partir de la semaine 8, tous les patients pouvaient recevoir l'adalimumab, et on essayait de documenter si l'amélioration se maintenait, si on pouvait baisser les corticoïdes locaux, etc. Avec plusieurs études accessoires greffées sur l'étude principale, en sachant aussi que bien sûr il y avait des visites intermédiaires pour que si un patient est en situation difficile, on puisse le sortir de l'étude et lui donner le traitement dont il avait besoin. Donc il y avait plein d'objectifs secondaires, je ne vais pas tous vous les lister, mais bien sûr il fallait évaluer la tolérance globale du traitement, voir le degré d'amélioration sur chacun des 2 yeux, voir si on pouvait documenter ou pas cette amélioration sur la simple tendinométrie à la lampe à fente. Et tout ça était évalué à chaque visite depuis le début de l'étude jusqu'au mois 12. Et également, on voulait regarder, mais ça avait probablement moins d'intérêt si chez ces patients il y avait une étape articulaire, si elle évoluait bien sous traitement, mais ça avait moins d'intérêt parce que comme vous le verrez, nous avons inclus des patients qui dans l'ensemble avaient une uvéite sévère, mais n'avaient plus beaucoup d'arthrite, ou n'en avaient plus du tout, ou n'en avaient jamais eu. Et bien sûr, la possibilité de baisser la corticothérapie une fois que les patients étaient en phase ouverte à partir du mois 2. Et enfin, il y a une étude qui est encore en cours avec les collègues américains, qui est très pionnière, qui est de voir si des modifications de ce qu'on appelle le transcriptome, l'expression de certains gènes, peut être associée à une meilleure chance, une moins bonne chance de répondre à ce type de traitement, ou d'avoir un bon contrôle de la maladie. Donc ça, c'est une étude très fondamentale qui est greffée sur l'étude principale.
Alors nous avons pu inclure 31 patients uniquement. En fait, en France, malheureusement, ça reste difficile d'inclure des patients dans un essai clinique. Et je dois dire que beaucoup de collègues, plutôt que de faire l'effort d'encourager les enfants et leurs parents ou les patients adultes à participer à des essais cliniques, utilisent une certaine souplesse dans le système français qui fait qu'il y a assez peu de contrôle de la Sécu et qu'un médicament comme l'adalimumab, ayant des indications dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans l'arthrite juvénile idiopathique avec polyarthrite active, en échec du méthotrexate, peut être assez facilement prescrit par n'importe quel pédiatre ou rhumatologue, et beaucoup de collègues, je le sais, plutôt que de prendre la peine d'expliquer aux patients l'intérêt de participer à une étude pour progresser dans les connaissances et démontrer la balance bénéfice-risque de ce type d'approche thérapeutique, et bien prescrivent le traitement un peu librement, hors indication. Et voilà, alors ce n'est pas le cas dans certaines régions comme la Bretagne où les médecins sont très contrôlés, ce qui d'ailleurs nous a permis d'avoir une bonne motivation des collègues bretons et pas mal de patients bretons dans ces études. Mais c'est un vrai problème, nous n'avons pu inclure donc que 31 patients, 16 dans un groupe, 15 dans l'autre. De surcroît, on a eu un petit souci de 2 patients que les ophtalmologistes ont inclus alors même que stricto sensu, ils n'avaient pas tout à fait assez d'inflammation oculaire pour avoir le droit d'être inclus. Nous avons quand même dû les analyser, et c'était des patients, comme vous voyez, qui avaient surtout des oligoarthrites ou des formes idiopathiques sans arthrite. Donc l'arthrite n'était pas le problème était vraiment l'uvéite. Ils avaient en moyenne autour de 10 ans, et ils avaient déjà plusieurs années d'uvéite derrière eux pour la plupart. Alors, vous voyez que ces patients avaient déjà, pour certains, développé des complications. Il y avait quand même, alors il y a une petite erreur, je vois, il y a un 0 devant 67%, c'est bien sûr 10 patients dans le groupe 1, 14 dans le groupe 2 qui avaient une uvite bilatérale, donc la majorité des patients avaient les 2 yeux touchés, la majorité avait développé une kératite. Nous n'avons pas encore exactement une bonne idée du nombre qui avait une hypertonie oculaire, mais plus que la moitié avait des synéchies, environ la moitié avait une cataracte, un œdème maculaire était présent aussi dans la moitié des cas, une hyalite dans les 2 tiers, donc vraiment des enfants qui avaient déjà des uvéites assez évoluées. Uvéite évoluant depuis plusieurs années, et cependant les scores, au moment où on les incluait dans l'étude, au niveau de la lampe à fente, étaient des scores globalement souvent bas, parce qu'en fait les ophtalmologistes arrivent à contrôler l'inflammation oculaire avec les gouttes de corticoïdes, mais le vrai problème c'est d'arriver à sevrer les enfants de cette corticothérapie locale, qui à la fois est toxique, qui à la fois n'empêche pas toujours le maintien d'un petit fond d'inflammation oculaire qui, sur la durée, va être très délétère. Comme vous voyez, la plupart des patients avec du méthotrexate, tous en avaient eu au moins un moment, et la moitié avec des corticoïdes oraux, quelques-uns avaient eu un anti-TNF sans action sur l'uvite, qui est donc l'étanercept dont nous avions parlé. Voilà. Et donc les résultats préliminaires que nous avons communiqués en congrès sont qu'on a eu 9 répondeurs sur 16 dans le groupe adalimumab. Bon, sur les 16 patients, il y en avait 2 dans ce groupe qui étaient les 2 patients inclus à tort. Donc on avait en fait 9 répondeurs sur 14 selon les critères stricts de l'étude, et 3 répondeurs sur 15 en groupe placebo, c'est-à-dire des patients améliorés de 30% au moins en photométrie laser. Donc il y avait une différence qui était à la limite de la significativité. L'intervalle de confiance pour les tests statistiques étant quand même assez large vu les petits effectifs. L'autre point intéressant, c'est que la grande majorité des enfants, tous sauf 2, ont été jusqu'au bout de l'étude. L'un a quitté l'étude précocement parce qu'il y avait une aggravation de l'uvéite, donc on a préféré le sortir. L'autre a eu un problème d'hypertonie oculaire qui l'a obligé à sortir de l'étude plus tardivement. Donc des complications plutôt liées à la maladie ophtalmologique. On n'a pas eu de complications graves dans l'étude rattachables au traitement lui-même. On a eu une hépatite sous méthotrexate qui a régressé à la méthotrexate, mais on a eu une angine un peu cognée, mais pas vraiment de complications attribuables à l'adalimumab, sauf des infections banales. Alors ce diapositive un peu compliqué est juste pour vous montrer que la vitesse à laquelle les patients répondent au traitement est en fait variable. Certains patients sont améliorés très vite, en 8 semaines, d'autres peuvent être des patients qui vont être déclarés en échec, comme ici, parce qu'ils s'améliorent, mais tout doucement. Il leur faut probablement plutôt 3 mois pour qu'on documente une vraie amélioration. Donc en conclusion, cette étude a montré que l'adalimumab est un traitement qui semble bien toléré et efficace dans les uvéites associées à l'arthrite juvénile idiopathique chronique en échec du méthotrexate et des corticoïdes locaux, que la photométrie laser semble un examen intéressant pour documenter l'amélioration précoce et suivre ces patients, mais que la cinétique d'amélioration peut être variable d'un patient à l'autre et peut être plus lente chez les patients qui entrent avec une inflammation relativement modérée sous ce type de traitement. Alors, de façon importante, il y a un essai beaucoup plus important et en nombre de patients qui a été fait au Royaume-Uni. Là, cet essai Sycamore visait à inclure 154 patients, à les randomiser comme nous dans les mêmes conditions de patients en échec du méthotrexate et des collyres en 2 groupes, 2 tiers recevant l'adalimumab, 1 tiers n'étant éligible qu'à recevoir le placebo à toute phase de l'étude, ce que je trouve un peu cruel. Et ils ont mis leur objectif principal à 3 mois,
Et ici, c'est un petit peu différent. Il voulait vérifier qu'à 3 mois, on avait un meilleur contrôle de l'uvite sous adalimumab, en ce sens qu'on aurait soit une amélioration pour les formes très très actives à l'entrée, soit au moins une non-aggravation chez les formes peu actives à l'entrée dans l'étude. Et donc ça avait fait l'hypothèse qu'il y aurait une différence significative à 3 mois entre le bras qui aurait continué le méthotrexate seul, malgré en fait l'inefficacité du méthotrexate chez ces patients-là, et le bras qui aurait ajouté l'adalimumab au méthotrexate. Et les résultats ont été tellement clairs que l'étude a été stoppée de façon intermédiaire sur une analyse intermédiaire faite après le 90e patient. Donc ils ne sont pas allés jusqu'à 154, parce qu'après le 90e patient, bien sur 60 patients du groupe adalimumab, seuls 12 étaient en échec. Alors sur les 30 patients sous placebo, 18 étaient en échec. Donc là, la différence était tellement significative qu'ils ont pu arrêter l'essai, conclure à la supériorité de l'adalimumab. Et par ailleurs, la tolérance semblait correcte sur les éléments qui ont été communiqués en congrès de cette étude. Donc les perspectives sont que va être certainement déposé un dossier pour une mise sur le marché de l'adalimumab pour les œvites de l'arthrite juvénile idiopathique en échec du méthotrexate. Au Royaume-Uni, ils commencent déjà à autoriser maintenant la prescription dans ce cadre lorsque c'est fait par un centre expert. En France, on a une certaine tolérance, ça va nous faciliter aussi le fait de pouvoir monter des dossiers pour les médecins de sécu qui demandent plus de contrôle. Et bien sûr, on espère avoir des essais avec d'autres biothérapies pour les enfants qui ne répondent pas suffisamment parce qu'il y en a à l'adalimumab. Et je sais qu'il y a un essai qui va débuter sous peu réuni avec le tocilizumab et que d'autres essais sont en cours de réflexion. Et donc je souhaiterais maintenant passer la parole à Madame Moreau, qui va vous parler un peu de l'association Inflamoy, car c'est vrai que notre partenariat avec les associations est absolument essentiel pour la bonne prise en charge de ces patients. Bonjour à tous, merci professeur Cartier. Juste quelques mots vous permettant de connaître l'association. L'association Inflamoy est une association qui a maintenant 15 ans. C'est la seule association française qui réunit des patients, des parents de patients et des supports en fait, de patients qui sont atteints principalement d'uvéite, mais également d'autres pathologies inflammatoires oculaires. La mission de la formation, c'est d'informer, d'orienter et de sensibiliser avec une vraie action en direction des ophtalmos qui sont de plus en plus sensibilisés au fait que l'uvéite existe et une aide auprès des parents et des patients qui de temps en temps sont parfois désarmés à l'annonce de la maladie, des différents traitements. Donc voilà, l'association existe. Je vous mets un petit peu la liste de toutes nos actions. Nous souhaitons aussi, avec des moyens limités, puisque l'association est une petite association en termes d'adhérents, nous aidons à la recherche et nous délivrons un prix de thèse tous les ans à des jeunes thésards en sciences ou en médecine principalement, qui permettent de faire avancer la recherche en matière d'uvéite. Voilà, c'est un prix qui n'est pas une aide à la thèse, mais un prix qui récompense la qualité d'une thèse délivrée par notre conseil scientifique. Nous avons un conseil scientifique présidé par le professeur Pierre-Yves Robert du CHU du Putrin à Limoges. J'insiste sur ce fait pour vous dire que l'association est nationale. Nous sommes nés de la volonté d'un certain nombre de patients, de médecins de la Salpêtrière, mais nous avons diffusé dans toute la France. Voilà, c'est important et nous fonctionnons en lien avec un certain nombre avec les filières, dont FAI2R, avec l'Alliance Maladies Rares dont nous faisons partie, et puis également avec un certain nombre d'autres associations, dont Courir bien sûr pour les AGI, dont c'est atteint une partie de nos petits patients. Voilà. Merci Mme Moreau, et je crois que nous avons le temps pour quelques questions de vous-même, si vous souhaitez... Je pense que ce qui est très important, c'est que l'association se fasse un peu la voix auprès de vous, des parents à qui on annonce cette maladie. Alors deux choses. D'abord une AGI, vous nous dites qu'effectivement vous mettez en place un suivi ophtalmo très rapproché de façon à ce que soit suivi ces risques ophtalmiques. Maintenant vous nous disiez également que de temps en temps les risques ophtalmiques se manifestent avant la maladie, l'arthrite juvénile. Donc quels sont les signes qui éventuellement peuvent alerter les parents, puisque les enfants sont très difficiles à diagnostiquer et qu'ils ont tendance à tout compenser? Absolument, ça c'est un problème général en ophtalmologie. Vous savez même que quand un enfant développe une vraie amblyopie d'un œil, il est rare que les parents s'en rendent compte. Il faudrait faire des tests où on cache un œil à l'enfant pour voir s'il a un comportement normal avec l'autre œil, enfin des petites choses comme ça, mais qu'on ne pense pas forcément à faire comme parents. Et a fortiori pour les atteintes plus
discrète, plus lentement évolutive comme l'uvite, il est très très difficile de se rendre compte. Une fois, des parents très vigilants avaient noté qu'il y avait un petit déficit au niveau d'un champ visuel apparemment d'un enfant qui avait développé une uvite assez évoluée. Mais en fait, je pense que la meilleure prévention serait que les enfants bénéficient beaucoup plus rigoureusement dès le jeune âge d'examens ophtalmologiques systématiques. Ne serait-ce qu'un examen annuel chez tous les enfants petits serait sûrement un bon moyen de dépister un certain nombre d'uvites précocement. Et le deuxième point, c'est s'il y a des douleurs articulaires inflammatoires, un enfant qui a un déroulage matinal, un genou qui gonfle, qui n'est pas bien expliqué, au fond, comprendre que l'urgence, ce n'est pas forcément à l'articulation, parce que bon, l'arthrite n'a pas, si ce n'est pas une arthrite infectieuse, ça ne va pas abîmer une articulation en quelques mois. L'urgence est plutôt à se dire, tiens, il faut que cet enfant ait rapidement un examen ophtalmologique avec lampe à fente pour détecter éventuellement une uvite associée à une arthrite, même très modeste. Il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité de la plainte articulaire et l'intensité de l'uvite. Donc on peut très bien voir un enfant qui a très peu de plainte articulaire, mais quand même des petites choses qui doivent faire penser à une atteinte articulaire inflammatoire, un petit dérouillage, donc le matin, le temps que les articulations se souplent, l'enfant est un peu raide, puis se dérouille et ça va mieux. Là, il faut se dire, attention, c'est peut-être un début d'arthrite juvénile, pas forcément très grave sur le plan articulaire, mais voyons aussi l'ophtalmologiste pour diagnostiquer éventuellement une uvite. Et dans ces cas-là, est-ce que les... alors, si l'enfant est diagnostiqué avec une arthrite, c'est assez facile parce qu'il peut être envoyé par des professionnels aux personnes qui sont extrêmement qualifiées. Je me mets dans la peau d'un malade en province avec une difficulté à avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Comment doit se comporter la famille du petit patient? Est-ce qu'il faut aller en cas de crainte aux urgences? Comment doit-on faire étant donné que les ophtalmos de ville sont de plus en plus rares, ce qui est un vrai sujet en fait? Oui, bien sûr. Alors, on a vraiment une difficulté pour laquelle je n'ai pas de solution clé. En tant que parent d'un enfant, le parent va être le plus proactif possible en se faisant aider aux besoins de courrier du médecin généraliste, du pédiatre, du rhumatologue pour insister, prendre un rendez-vous rapide en ophtalmologie. Mais je suis conscient que le nombre d'ophtalmologistes disponibles n'est pas le même dans chaque région et en fait n'est souvent pas suffisant pour répondre à la demande dans les délais qu'on souhaiterait. À tel point d'ailleurs qu'il y a des recommandations américaines qui sont un peu des recommandations économes des ophtalmologistes. Elles disent si l'enfant a commencé une arthrite petit et a des anticorps antinucléaires positifs, là on va demander un suivi tous les 2 à 3 mois. Mais s'il n'y a pas d'anticorps antinucléaires, le risque est un peu plus faible, on va demander un suivi que tous les 6 mois. Si elle commence un peu plus tard, on va demander un suivi que tous les 6 mois. Ce qui au fond est idiot parce que dès lors qu'il y a un risque, autant mettre en place un suivi correct chez tous. Absolument. Mais à viser un peu d'économie, ces recommandations américaines ajustent au degré de risque l'exigence des ophtalmologistes, ce qui montre bien qu'on est confronté un petit peu à un problème de ressources. Bon, je pense que si on a des raisons sérieuses de penser que c'est une arthrite juvénile idiopathique chez un enfant qui a commencé ça avant l'âge de 6 ans, hors forme systémique, hors maladie de style qui est une maladie à part, la maladie de la fièvre, rage cutanée, ça c'est une maladie à part, mais dans les autres formes, il faut vraiment exiger un rendez-vous ophtalmo rapide avec l'aide du pédiatre ou du médecin généraliste et de surcroît, et ça c'est beaucoup plus difficile, convaincre l'ophtalmo, qui est parfois réticent, qu'il faut une surveillance ensuite tous les 3 mois pendant 5 ans. D'accord. Et ça, il faut vraiment que les parents insistent parce que c'est parfois difficile de les convaincre, nous disiez-vous? Oui, tout à fait. Enfin, les ophtalmologistes, pour certains, ne comprennent pas bien. Ils disent, revenez voir s'il y a une plainte chez votre enfant. Certains ophtalmologistes ne sont pas intégrés que l'enfant ne se plaindra de rien, que les parents ne verront rien, que ce n'est que lui qui sera à même de voir un début d'uvite s'il a la chance de voir l'enfant régulièrement et donc de pouvoir détecter avant que les complications ne surviennent ce début d'uvite. Parfait. J'ai remarqué, puisque l'association Inflammeuil est présente au congrès de la Société française d'ophtalmologie du mois de mai dernier, c'était la bonne nouvelle pour nous, il ne se passait pas une demi-journée sans qu'il y ait une conférence sur les uveites, donc manifestement la maladie est quand même de mieux en mieux connue des ophtalmos, donc à l'inverse de ça, quand même, potentiellement ils sont susceptibles de réagir de façon un petit peu plus adaptée au traitement de ces petits patients. Certainement, et d'ailleurs, en miroir ou même anticipant les travaux que nous avons faits chez l'enfant, il y a eu récemment une publication dans le New England Journal of Medicine, le plus grand journal de médecine pour les essais cliniques, d'un grand essai dans les uvites de l'adulte qui montre là encore l'efficacité de l'adalimumab, donc de ce traitement anticorps anti-TNF. Et donc pour les ophtalmologistes, le fait de comprendre qu'on dispose aujourd'hui de traitements vraiment efficaces sur la patient est bien sûr source de motivation pour être plus interactif que nous le sommes certains avec les autres spécialistes, avec ceux qui, comme nous autres, pédiatres internistes, rhumatologues, maîtrisons ces médicaments. Et dès lors qu'on a une bonne interaction entre nous, on peut prendre en charge mieux le patient. Et bien sûr, c'est beaucoup plus gratifiant pour un ophtalmologiste d'être interactif lorsqu'il sait qu'il y a à la clé un traitement qui marche, et d'être interactif juste pour le plaisir de l'être. Et ces traitements dont certains vous disiez sont
un peu délétères, et notamment pour la croissance de l'enfant, on parlait de la corticothérapie. Est-ce que ces nouvelles molécules sont un peu plus faciles à vivre d'un point de vue traitement nutritionnel, parce que ça demande en fait toute la mise en place d'un suivi nutritionnel de l'enfant au quotidien, ce qui est extrêmement compliqué pour les parents. Alors, ces nouvelles molécules ne posent pas ce type de problème. Alors, le méthotrexate, qu'on continue à utiliser même en association de médicaments plus récents, peut parfois couper l'appétit de certains enfants, des enfants qui ont une sorte de dégoût vis-à-vis du traitement, qui peut nous obliger à l'arrêter. En revanche, les biothérapies, comme l'adalimumab par exemple, n'entraînent pas du tout de problèmes digestifs, sauf exception, mais vraiment très exceptionnels, et n'ont aucun effet délétère sur la croissance, bien au contraire, ni sur la minéralisation osseuse. Au contraire, le fait de calmer l'inflammation a même une action positive sur la croissance et la minéralisation osseuse. En revanche, ces médicaments ont d'autres risques, un risque infectieux. Il faut que ces enfants soient bien vaccinés contre la grippe, le pneumocoque, etc. Je pense que c'est aussi important chez les jeunes filles qu'elles aient des vaccins comme le vaccin contre le papillomavirus, enfin tout ce qui pourrait être protection contre les virus cancérogènes. Il y a eu quand même dans la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, qui est une maladie qui en elle-même expose à un petit surrisque de cancer, certains cancers qui sont sortis plus facilement sous anti-TNF et encore plus dans les maladies inflammatoires digestives. Donc on ne peut pas exclure, même si le risque est faible, que chez certains patients ces traitements puissent être aussi un petit surrisque de cancer à l'avenir. Les données qu'on a chez l'enfant pour le moment sont plutôt rassurantes. Et puis de façon très exceptionnelle, il y a des manifestations dysimmunitaires. Ça peut aller depuis des sortes de psoriasis un peu bizarres qui disparaissent à l'arrêt du traitement, jusqu'à des atteintes neurologiques qui miment un peu des poussées de sclérose en plaques et qui là encore disparaissent à l'arrêt du traitement sous traitement anti-TNF-alpha ou autre biologique. Donc bien que ce soit très exceptionnel, ce type de complications vous fait comprendre qu'il est important que ces traitements soient maniés par des gens qui les connaissent, qui savent comment les surveiller, qui savent réagir s'il y a un problème. Donc je dirais que pour la dernière complication, la chance qu'on a, c'est que là au moins ces enfants ou ces adultes sont suivis par des ophtalmologistes qui verraient très précocement des signes d'atteinte neurologique type sclérose en plaques et sauraient très rapidement nous alerter et faire arrêter le traitement. Mais bon, pour dire, ces traitements sont globalement extrêmement bien tolérés, mais comme tout traitement, sont aussi à certains risques qu'il faut connaître et qui méritent que ces patients soient suivis sur la durée. Acceptent aussi quand c'est possible d'intégrer des registres de surveillance pour nous permettre de continuer à gagner en connaissance des risques et des bénéfices de ces médicaments. Justement, professeur Cartier, vous disiez que vous avez eu un petit peu de difficulté à faire rentrer des patients dans les cohortes pour des études. Est-ce que vous pensez que les associations peuvent être pour vous un relais efficace de pourquoi, comment, quel en est le but, quels en sont les bénéfices et quels sont les risques, de façon à ce qu'on communique auprès des parents et des patients l'intérêt de rentrer sur des cohortes et peut-être le fait de leur expliquer que de rentrer sur ces cohortes ne va pas les désavantager par rapport à des malades sur lesquels on peut prescrire des molécules avec une certaine tolérance, en tout cas dans certaines régions. Alors il est vrai que les parents, lorsqu'il s'agit d'enfants, les patients eux-mêmes lorsqu'ils sont adultes ou grands adolescents et qu'on leur demande leur avis, peuvent exprimer, et je comprends tout à fait, des craintes ou des réticences à participer à un travail de recherche clinique. Et il est tout à fait légitime qu'ils soient bien informés, qu'ils puissent vraiment bien réfléchir et décider très librement s'ils souhaitent ou pas participer. Et ce que je souhaiterais faire passer comme message, c'est que quand même, globalement, la recherche clinique en France est très bien cadrée, bien surveillée, et qu'en général, lorsqu'il s'agit de développer un traitement nouveau ou de faire bénéficier un patient d'un traitement récent, à mon sens, il est préférable que ce soit fait dans un cadre très réglé et très surveillé d'un essai clinique, à la fois pour le patient lui-même, ce sont des mesures de surveillance assez strictes, même s'il y a, je le reconnais, des contraintes, ça impose des visites assez régulières, un peu fréquentes à l'hôpital, enfin ce n'est pas toujours facile dans son rythme de vie, et à la fois, bien sûr, parce que le patient à ce moment devient aussi source d'information au bénéfice des autres patients. Donc, au niveau d'Inflamoy, ça me paraît important que vous puissiez aborder cette problématique en effet lors de vos réunions, que les personnes qui ont là-dessus des questions, des craintes puissent les exprimer, que ça puisse être discuté. On ne lèvera jamais toutes les craintes, et d'ailleurs certaines craintes peuvent être tout à fait légitimes, mais il est important au moins que ce soit vraiment débattu pour qu'il n'y ait pas de réticence sur des craintes qui pourraient être levées, je dirais. Après, le problème que j'ai rencontré n'était pas tant au niveau des patients, au niveau des collègues un peu débordés, et pour qui ce qu'on essaie de faire avec la filière FI2R, entre autres, c'est de réfléchir à tous les moyens avec du temps de techniciens de recherche clinique pour aider justement tout le côté logistique, papier, remplir les dossiers dans un registre, enfin ce qui prend beaucoup de temps aux médecins. C'est pourquoi les médecins ont besoin d'être aidés si on veut qu'ils jouent le jeu et effectivement offrent à leurs patients la possibilité d'être dans des registres et des cohortes de suivi. Parfait. Merci professeur Cartier. Pour l'instant, je n'ai pas de questions puisque notre rôle sera de répondre aux questions que poseront les patients.
Et j'espère qu'il y en aura. Et donc, n'hésitez pas à exprimer vos questions pour qu'on puisse, Madame Moreau et moi-même, essayer d'y répondre au mieux.